Vous écoutez West Africa Democracy Radio 94.9 FM et sur internet www.wadr.org. Restez connectés, les informations d'ici et d'ailleurs. WADR, l'info chez vous. Il est exactement 13h dans nos studios et en temps universel. C'est parti pour la grande édition d'information de la mi-journée. Au sommaire de l'actualité, Farba Ngom toujours en détention. Le député proche de l'ancien chef d'État Macky Sall ne sera pas libéré pour raison médicale. Le parquet financier décide de l'envoyer au pavillon spécial, structure médicalisée de l'administration pénitentiaire. Au Mali, l'ONU exige la libération immédiate d'El-Bachir Thiam. 4 mois déjà que le jeune militant du parti dissous Yelema croupit dans un lieu inconnu. Il a été enlevé par la sécurité d'État le 8 mai dernier. Sauver le journalisme au Sahel. La campagne lancée par Reporters sans frontières se poursuit avec la projection d'un film documentaire, une production qui met en lumière le rôle essentiel des radios communautaires dans une région où la liberté de la presse est menacée. Analyse à suivre avec notre invité en Côte d'Ivoire où plusieurs leaders d'opposition ont été reçus par Laurent Gbagbo. L'opposition peut-elle parler d'une seule voix alors que les candidats dans ses rangs sont en lice pour la présidentielle? Vous entendrez Hervé Wendy Amlan-Kowande, analyste politique avec Moustapha Diakité. Il y a cette fracture au sein de l'opposition qui ne permet pas en fait de monter une unité d'action vis-à-vis du pouvoir. Notre invité à suivre dans un peu plus d'un quart d'heure dans ce journal. Bien avant cela, vous aurez un dossier de la rédaction en lieu et place de la revue de presse du Bénin. La page des sports mettra un terme à cette session d'information qui démarre à l'instant. Mam Entendou. Un journal co-présenté avec Demba Amar Anne. Bonjour Demba. Bonjour Maman Tandour et bonjour à toutes et à tous. Au Sénégal, pas de liberté provisoire pour Mohamedou Ngom, dit Farba. Oui, d'après l'apparition du jour de plusieurs quotidiens sénégalais, le député proche de Macky Sall ne sera pas libéré pour des raisons médicales. Le juge du parquet financier s'oppose à sa demande de mise en liberté. Les autres explications, c'est avec Sanimo Mouniseibou. Mohamedou Ngom dit Farba ne va pas bénéficier d'une liberté provisoire pour des raisons médicales. C'est ce qu'indiquent plusieurs quotidiens sénégalais dans leur parution de ce vendredi. Le député maire proche de l'ex-président Macky Sall sera envoyé au pavillon spécial, une structure médicalisée de l'administration pénitentiaire. Le président du collège des juges d'instruction près le pôle judiciaire financier refuse d'accorder une liberté provisoire à Farba Ngom, mais reconnaît toutefois que son état de santé n'est pas compatible avec le milieu carcéral. Un de ses avocats que nous avons contacté n'a pas voulu se prononcer. Il dit n'avoir toujours pas reçu de notification officielle de la part du juge. La décision du juge intervient après la production de 2 expertises médicales qui confirment la dégradation de l'état de santé de Farba Ngom. Les médecins alertent sur, je cite, un risque de mort subite nocturne en l'absence de prise en charge médicale adaptée. Dans une requête confidentielle qui a fuité dans la presse, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, a saisi le pôle judiciaire financier pour demander la libération du membre de l'ex-parti au pouvoir. Farba Ngom est en détention préventive depuis le 27 février dernier. Il est soupçonné d'être impliqué dans des transactions financières irrégulières. Sanimo Mouniseibou, je vous l'annonçais au sommaire de ce journal. Radio communautaire au Sahel, les dernières résistantes de l'information. C'est le titre d'un film documentaire à l'initiative de Reporters sans frontières. Un film de RSF Maman Tandour projeté hier à Dakar. Il met en lumière le rôle crucial de ces radios de proximité dans une région où le journalisme est menacé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Sauver le journalisme au Sahel, dont le but est de renforcer la visibilité des médias locaux et de promouvoir le rôle dans un contexte où la liberté de la presse est menacée. Compte rendu signé Maïmouna Fofana. Ce documentaire de 26 minutes souligne le rôle essentiel des radios locales et des journalistes courageux qui font face chaque jour aux défis sécuritaires et sociaux dans le Sahel. Pour Sadibou Maron, directeur du bureau régional de Reporters sans frontières, ce film illustre l'importance de la liberté de la presse dans cette région. Ce film fait partie un peu de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités que Reporters sans frontières met en place un peu partout dans le monde et y compris au Sahel
Sahel et dans les pays environnants, dans le cadre de sa campagne Sauver le journalisme au Sahel. Et avec l'objectif de faire en sorte que le Sahel ne soit plus ce trou noir, disons, de l'information dans le monde. On avait réalisé l'appel des radios communautaires parce que pour nous, c'est important que l'information de proximité puisse trouver droit de cité dans des contextes difficiles. C'est ce que nous documentons tous les jours sur le terrain. Nous montre effectivement qu'au front de l'information, il y a les radios communautaires, drivées par des agents, des journalistes courageux qui, malgré les défis sécuritaires, s'efforcent à donner de l'information. Fatih Hamadou Ali, directrice de la radio La Voix de la Topoa au Niger, rappelle que même dans les zones les plus fragiles, l'information continue de circuler grâce à ces voix courageuses. Je suis une femme journaliste. Malgré les défis sécuritaires, les défis financiers, malgré tout cela, on a continué. Je continue, je ne vais pas laisser tomber jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Parce que les radios communautaires ne sont pas en avant connues. Et maintenant, nous sommes dans le monde entier. C'est un combat qu'on a mené. Malgré les stigmatisations et la religion, aujourd'hui, je me bats et je suis là. Je représente les femmes. La projection a profondément ému le public venu découvrir ce chef-d'œuvre. J'ai regardé le film avec beaucoup d'émotion parce que c'est un sujet d'une grande actualité, aussi bien dans le Sahel que même ici au Sénégal. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Étant originaire du Mali, moi, je suis touché personnellement de voir leur engagement, mais aussi j'ai peur pour eux parce que je vois le risque qu'ils prennent au quotidien pour informer. Ils sont d'une part entre les groupes armés et de l'autre part entre les pouvoirs militaires. À travers ce documentaire, Reporters sans frontières met en lumière le combat quotidien pour un journaliste libre et digne au cœur du Sahel. Et puis direction le Mali, Demba, c'est pour parler de la libération de El Bachir Thiam qui est demandée. Et tout à fait. L'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de ses experts, exige la libération du leader politique. Le militant du parti dissous Yelema est porté disparu depuis le 8 mai dernier. Enlevé par la sécurité d'État, il est depuis détenu dans un lieu inconnu. Les autres détails avec Aziza Damsoulé. Dans un communiqué, les experts onusiens des droits de l'homme appellent les autorités maliennes à fournir des informations sur le lieu, les conditions de détention d'El Hadj Bachir Thiam. Ils se disent inquiets de son intégrité physique et demandent sa libération immédiate et le respect par les autorités maliennes des engagements internationaux en matière des droits humains. Selon les experts indépendants de l'ONU, El Hadj Bachir Thiam est détenu de façon illégale et arbitraire et qu'aucune procédure judiciaire n'a été initiée à son encontre. Toujours dans leurs notes, les experts déplorent le silence des autorités suite à la plainte déposée par son épouse ainsi que le communiqué publié par ses amis. Militant du parti dissous, Yelema El Bachir a été enlevé pour rappel le 8 mai dernier à Kati par des hommes non identifiés. Il avait critiqué la veille, je cite, « une transition infinie », fin de citation. Par ailleurs, les experts mandatés de l'ONU dénoncent également une répression contre les personnes perçues comme des opposants. Ils appellent ainsi à la libération, je cite, de tous les détenus politiques, d'opinion et des acteurs de la société civile. Pour l'heure, aucune réaction des autorités sur cet appel des experts indépendants des Nations Unies des droits de l'homme. West Africa Démocratie Radio, 94.9 FM à Dakar. À 13h08, le journal se poursuit sur la West Africa Démocratie Radio. Sachez que le visa devient désormais gratuit pour les Africains désirant se rendre au Burkina Faso. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Concrètement, il s'agit d'exempter les ressortissants africains de tout paiement lors du processus de demande de visa. Une décision qui vise, selon les autorités, à renforcer un esprit de panafricanisme. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre burkinabé de la Sécurité, Mamadou Sana. Selon les dispositions de la loi 001-2024 du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso, l'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport et ce conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples
africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Vous écoutez à l'instant Mohamedou Sana, le ministre en charge de la sécurité au Burkina Faso. Et nous parlons d'un tout autre sujet dans ce journal. Plusieurs chefs d'État africains veulent mettre en place une coalition de pays africains producteurs de minéraux. Et l'idée a émergé lors du deuxième sommet africain sur le climat qui s'est achevé en milieu de semaine. L'objectif est de s'assurer que les richesses naturelles du continent servent en priorité à son propre développement et non plus aux intérêts de puissances étrangères. Moustapha Diakité. L'initiative surnommée Stratégie africaine pour les minéraux verts vise à redéfinir le rôle de l'Afrique sur le marché mondial des ressources naturelles. Le continent envisage de créer une coalition de nations productrices de minéraux essentiels à la transition énergétique mondiale, projet qui permettra également de promouvoir une coopération régionale plus forte, mais aussi une meilleure valorisation des ressources du continent. Une initiative à encourager selon Mbaye Hadj, spécialiste des questions énergétiques, auteur du livre Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique. Quand on parle effectivement de coalition, en tout cas pour utiliser ses propres ressources, c'est comme si l'Afrique a pris conscience effectivement qu'il faudra créer de la valeur dans ce continent. Et il n'y a que de cette façon effectivement que l'Afrique pourra s'enrichir, si je puis dire, en créant effectivement de la valeur au lieu d'exporter de manière brute ses produits minéraux. Donc, typiquement, si l'Afrique ne transforme pas ces minéraux sur place, écoute, c'est comme si elle laisse passer effectivement une manne financière extraordinaire que les riches ont compris et qui veulent justement toujours disposer de ces ressources. La Commission de l'Union africaine se charge d'étudier et de soutenir la mise en place de cette coalition. En se regroupant, les nations africaines cherchent à passer du statut de simple fournisseur de matières premières à celui de partenaire stratégique. Et puis direction le Niger, Demba, avant de refermer cette première partie où les autorités ont récemment adopté un projet de décret portant création de la Commission nationale de tarification du loyer. Et cette mesure vise à réguler le prix du loyer au Niger et à améliorer l'accès à un logement abordable pour les Nigériens, mais également à réduire les inégalités sociales. Elle est bien accueillie à Niamey face au prix du loyer qui est jugé trop élevé. Reportage à Niamey de notre correspondant Murtala Zoubeiro. Alors que le Niger dispose déjà d'une législation relative au loyer depuis 1996, cette nouvelle structure devrait contribuer à améliorer l'accès à un logement décent pour les Nigériens, en particulier les plus démunis. Elle devrait aussi permettre de réduire les tensions sociales liées aux problèmes de logement et de promouvoir un développement urbain plus équilibré. Cette mesure est bien appréciée dans les rues de Niamey par les populations. Et c'est une très bonne chose, surtout que vous savez que le loyer au Niger, chaque propriétaire de maison se lève, il fixe le prix comme il le veut et au détriment en fait non seulement des locataires mais également au détriment de l'État. Il ne s'agit pas de mettre en place un comité, il faut vraiment suivre ce comité parce qu'ici on a vu plusieurs comités qui sont mis en place mais pas de suite. Une décision prise alors que la problématique du logement se pose avec acuité au Niger. Pour l'association de défense des droits des consommateurs, la nouvelle commission devra marquer la fin du calvaire des citoyens souhaitant obtenir un logement. Maman Nourou est son président. Nous osons espérer que cette tarification va prendre en compte la typologie de logement, les catégories en cas des maisons, parce qu'il y a maison, une chambre, entrée-couchée, il y a maison type célibatorium, il y a maison 3 chambres salon, 2 chambres salon. Donc il y en a plusieurs types de maisons. Et là aussi, il faut prendre cet aspect-là pour que la tarification soit beaucoup plus équitable. Cette structure regroupera les représentants de l'administration, des locataires, des bailleurs et des associations de défense des droits de l'homme. De Niamey, Murtala Zoubeiro pour West Africa, Démocratie Radio. C'est la fin de cette première partie. Nous passons au rappel des titres.
Farba Ngom, toujours en détention, le député proche de l'ancien chef d'État Macky Sall ne sera pas libéré pour raison médicale. Le parquet financier décide de l'envoyer au pavillon spécial, structure médicalisée de l'administration pénitentiaire. Au Mali, l'ONU exige la libération immédiate d'El-Bachir Thiam. 4 mois déjà que le jeune militant du parti dissouillé Lema, croupi dans un lieu inconnu. Il a été enlevé par la sécurité d'État le 8 mai dernier. Sauver le journalisme au Sahel, la campagne lancée par Reporters sans frontières se poursuit avec la projection d'un film documentaire, une production qui met en lumière le rôle essentiel des radios communautaires dans une région où la liberté de la presse est menacée. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, l'invité de la rédaction en Côte d'Ivoire. Plusieurs leaders d'opposition ont été reçus par Laurent Gbagbo. L'opposition peut-elle parler d'une seule voix alors que les candidats dans ses rangs sont en lice pour la présidentielle? Vous aurez également le dossier de la rédaction et la page des sports dans la deuxième partie qui démarre à l'instant. West Africa Democracy Radio. Et nous démarrons avec le dossier en lieu et place de la revue de la presse du Bénin. Nous vous proposons un dossier cette mi-journée, direction Technopole dans la banlieue Dakar. Effectivement, Maman Tandour, un poumon vert au cœur de la capitale sénégalaise, un vivrier pour la biodiversité où plusieurs jeunes se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, cap sur un champ de 2400 mètres carrés où divers produits alimentaires sortent de terre, en particulier des légumes. Sur place, nous retrouvons près d'une dizaine d'étudiants en agronomie qui viennent effectuer leur stage dans les métiers de l'agriculture, des apprenants qui découvrent dans ce champ l'avancée technologique dans le domaine de l'agriculture. Voyons tout cela dans ce reportage de Cheikh Ndiaye. Râteau, pelle de jardinage, arrosoir, paire de ciseaux, ces étudiants s'en servent pour la vingtaine de pépinières déjà délimitées. Sueur dégoulinant de son visage, Arfan, chapeau bien ajusté et bien concentré. En provenance d'une école de formation avec ses camarades, le jeune homme barbu se réjouit de son stage. Bon, ça se passe bien parce qu'on arrive à faire beaucoup de pratiques. On arrive à faire des expériences. Notre encadreur, on va dire, nous explique très bien et on arrive à développer nos connaissances. Et quelles sont vos principales activités ici? Bon, tout d'abord, on commence par le désherbage. On désherbe les mauvaises herbes. Après, on refait les planches. Après, on plante ou bien on repique. La théorie différente de la pratique, Arfan et ses camarades découvrent sur le terrain les réalités dans le secteur de l'agriculture. Bon, à l'école, en général, c'est la théorie qui prime. Donc, quand on vient ici, on essaie de profiter au maximum parce qu'à l'école, c'est pratiquement la théorie. On écrit, et quand on vient ici, on essaie de pratiquer ce qu'on a appris à l'école. Voilà. Et depuis que vous commencez à pratiquer, quelles connaissances avez-vous déjà tirées? Je dirais que chaque jour, on apprend de nouvelles choses parce que comme à l'école, c'est par exemple la théorie qui prime. Et quand on vient ici, on essaye encore d'approfondir ce qu'on a appris à l'école. Parfois à l'école, c'est juste on a de petites idées, mais quand on vient ici, c'est beaucoup plus réaliste et c'est beaucoup plus comment dirais-je, performant, on va dire. Mais c'est même pas 2 minutes. On voit le résultat. Autre découverte, l'avance technologique dans le domaine agricole. C'est ce que ces étudiants n'avaient jusque-là appris que théoriquement à l'école de formation. Des installations de dernière génération qui fascinent Arfan, notamment le système d'irrigation goutte à goutte. À l'école, on nous en parlait souvent, le système goutte à goutte, mais quand on est venu ici, c'est là où on a vraiment eu un aperçu beaucoup plus clair sur le système goutte à goutte. Mais à l'école, on te dit le système goutte à goutte, ça sert à ça, c'est comme ça qu'on le fait, mais tu n'as pas l'œil là-dessus. Mais quand tu viens ici, c'est beaucoup plus pratique. Bien. Et quelle est votre première impression dès que vous avez vu ce système? Première impression, je dirais que c'était une nouvelle découverte pour nous. C'était une nouvelle découverte parce que quand on est venu ici, on a déjà vu les tuyaux. On s'est dit que là, on a une chance qui est énorme, qui va nous permettre de mieux
savoir ce système et de peut-être l'intégrer dans nos prochains projets. Je prie pour que cela se fasse ici, que cela se réalise ici. Parce que par exemple, quand on prend les gouttes à gouttes, c'est beaucoup plus pratique que d'arroser et tu perds pas assez de temps à arroser. Et quand tu prends, par exemple, l'arrosoir, tu perds beaucoup de temps. Quand tu prends le système goutte à goutte, bon, tu gagnes beaucoup de temps, on va dire. Une découverte que ces étudiants comptent bien noter dans leur rapport de stage et dans leurs futurs projets. WIDR, l'invité. Il nous vient de la Côte d'Ivoire, notre invité à la veille de la présidentielle. Ce qui fait l'actualité, c'est la mobilisation des candidats recalés d'Emba. Effectivement, notre invité, c'est un analyste indépendant. Il s'appelle Hervé Wendiam Lankowandi. Il revient sur cette mobilisation des candidats de l'opposition qui ne participeront pas, pour le moment en tout cas, à la présidentielle d'octobre prochain. C'est un entretien réalisé par Moustapha Diakité. Hervé Wendiam Lankwande, bonjour. Bonjour, monsieur Diakité. Et quelle lecture faites-vous de cette rencontre initiée par Laurent Gbagbo? Alors, il faut en fait lire cette rencontre qui a été initiée par l'ancien président Laurent Gbagbo, comme une tentative, comme une volonté d'initier, je dirais, une marche ou une manœuvre conjointe. Donc, l'idée, c'est vraiment de fédérer en fait toutes les forces de l'opposition, donc et de définir en fait une modalité donc d'action vis-à-vis du pouvoir dans les jours et les semaines à venir. Une mobilisation en vue pour faire bloc contre la 4e candidature d'Alassane Ouattara, alors que des candidats dans les rangs de l'opposition sont en lice pour le scrutin présidentiel. L'opposition ivoirienne est-elle divisée? Il faut rappeler aux auditeurs que en fait, l'opposition est déjà fracturée, puisque c'est vrai, vous avez les principaux partis comme le PDCI, le PPACI et donc le FPI qui sont exclus de facto, mais vous avez aussi donc une autre aile donc de l'opposition qui est représentée, notamment à travers des candidatures indépendantes. Donc vous avez l'ancienne première dame Simone Bako, vous avez Awa Donmelo qui est un cadre du PPACI, vous avez aussi bien d'autres candidats indépendants. Donc il y a cette fracture au sein de l'opposition qui ne permet pas en fait de monter une unité d'action vis-à-vis du pouvoir. Alors qu'au niveau du pouvoir, le RHDP, jusqu'à présent, montre une force, donc au niveau politique, au niveau de sa base. En plus, ils ont l'avantage d'avoir les ressources de l'État, donc pour pouvoir battre campagne et puis aller sereinement aux urnes. Donc, je pense que ce rapport de force-là, si l'opposition n'arrive pas à l'inverser, ça sera très difficile de pouvoir faire barrage au 4e mandat donc, du président Alassane Ouattara. Et il y a un mois, le Front PPACI-PDCI avait organisé une grande marche pour réclamer des élections inclusives et apaisées dans le pays. Est-ce encore possible de tenir une telle mobilisation? Alors, donc parmi les recalés, donc il faut quand même faire des nuances parce que vous avez donc l'ancien président Laurent Gbagbo qui est quelqu'un qui avait en son temps une forte assise populaire, donc qui avait une grande capacité de mobilisation. Bien sûr, l'eau a coulé sur les ponts, mais je pense que bon, il va sûrement donner un mot d'ordre qui sera accueilli favorablement par sa base. Donc oui, on ne peut pas exclure en fait, on ne peut pas vraiment dénier donc le pouvoir de mobilisation de quelqu'un comme Laurent Gbagbo. Il en est de même pour le PDCI, quand bien même le fait que Tidjane Thiam soit actuellement loin du pays, ça peut être très difficile parce que pour mobiliser sur le terrain, donc il faut être présent sur le terrain, il faut donner des initiatives, il faut coordonner, il faut veiller au grain. Et bon, pour ceux qui sont donc absents du pays comme Tidjane Thiam ou comme l'ancien premier ministre Guillaume Soro, c'est très difficile. Vous avez en fait une autre personnalité comme Blé Goudé qui a une grande technique dans la mobilisation populaire, mais bon, qui pour le moment
semble se ranger donc du côté donc de Simone Gbagbo et de Awa Donmelo. Donc ça serait un peu difficile, mais je pense que l'opposition, en tout cas représentée par les recalés, je pense qu'ils vont peut-être tenter de se faire entendre par diverses manières. Bien. Et pour le PPACI, il n'y aura pas de plan B. Laurent Gbagbo reste leur candidat. Et même son de cloche du côté du PDCI qui indique que Tidjane Thiam demeure leur champion. Y a-t-il encore une chance pour ceux-ci de revenir dans la course? Ça c'est une déclaration qui est assez forte. Mais pour le moment, si on se base donc sur les faits, ce sera très difficile, en tout cas, d'avoir une élection présidentielle avec les deux, puisque donc quand le processus avait été enclenché, donc on s'attendait à ce qu'il y ait une forme de dialogue politique qui permettait en fait de réintégrer en fait Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam dans le processus électoral. Mais malheureusement donc il n'y a pas eu vraiment de dialogue dans le fond et les questions donc liées à leur éligibilité n'a pas été abordées. Donc quand ils disent qu'il n'y aura pas d'élection sans eux, je pense que c'est aussi une forme, c'est une technique qui permet en fait de mobiliser en fait leur électorat, de les tenir donc en haleine. Mais pour le moment, je crois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé et il sera très difficile pour ce Conseil-là de revenir sur sa décision. Donc, à moins qu'il y ait, je dirais, peut-être une circonstance exceptionnelle, donc peut-être par le fait du président, qu'il peut-être les autorise, peut-être à travers une médiation internationale. Je ne vois pas comment ils peuvent réintégrer le jeu. Donc, à vrai dire, je pense que pour les deux, c'est peut-être malheureusement peut-être tard. Je vous remercie, Hervé Wendiam Lankwande. Merci à vous. Et quelques brèves en sport dans ce journal avant de boucler. Demba, nous démarrons avec bien sûr la Coupe intercontinentale 2025. Pyramide FC joue d'entrée à Auckland City. Effectivement, Maman Tandour, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF la saison dernière et pour la première fois de son histoire, Pyramide FC va participer à la Coupe internationale de la FIFA. Le club égyptien va ouvrir le bal face à Auckland City, un club de la Nouvelle-Zélande, le 14 septembre prochain au Caire. Le vainqueur de ce duel va défier Al Ahly Jeddah en Arabie Saoudite le 23 septembre. Et le 10 décembre, les Mexicains de Cruz Azul vont jouer le vainqueur de la Copa Libertadores. L'équipe qui sortira victorieuse de la Challenge Cup sera face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe intercontinentale le 17 décembre prochain à Doha. Et puis du football toujours, André Onana est un nouveau joueur de Trabzonspor. Et vous y arrivez, le portier camerounais débute une nouvelle aventure en Turquie. Il y est arrivé hier et s'engage avec le club turc Trabzonspor sous forme de prêt pour la saison 2025-2026. L'international camerounais portera le numéro 24 et cette arrivée marque un nouveau challenge pour le gardien en quête de temps de jeu. Après être devenu indésirable à Manchester United, il aura 3 mois pour retrouver son meilleur niveau. Un enjeu crucial avant la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 au Maroc. Et nous poursuivons avec du basket. Demba, Afrobasket U16 féminin, les affiches des demi-finales connues. L'Égypte, le Mali, le Cameroun et la Côte d'Ivoire font partie du carré d'as et en course pour la victoire finale. Finaliste lors des 3 dernières éditions et toujours présente en demi-finale depuis la création de l'Afrobasket U16 féminin en 2009. L'Égypte a respecté son rang. Elle a battu la Tanzanie 83-25 et file dans le dernier carré. Champion en titre, le Mali a écarté l'Angola 57-41 pour assurer sa place en demi-finale. Et pour sa première participation, le Cameroun valide son ticket après sa victoire 62-42 sur la Tunisie. Quant à la Côte d'Ivoire, elle poursuit son parcours sans faute. La nouvelle victime, le Rwanda, pays hôte, qui s'est incliné 41-69 en quart de finale. Les demi-finales se joueront Mamanta demain samedi. À suivre d'abord Mali-Côte d'Ivoire à 9h temps universel. Égypte-Cameroun à suivre à 11h temps universel. C'est tout pour cette page des sports. Très bien, Demba Marhan. Merci à vous pour bien sûr d'avoir co-présenté ce journal.
Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Moustapha Sek a assuré la mise en onde, Ismaël Kamara a assuré le streaming sur nos plateformes digitales. Merci de nous avoir écoutés et suivis, amis auditeurs. Nos programmes se poursuivent sur la West Africa Démocratie Radio. Excellente suite de journée à toutes et à tous. Merci de choisir la West Africa Démocratie Radio pour vous informer. Cette édition d'information est aussi diffusée par la radio Zéphyr 92.0 FM à Lomé et 95.5 FM à l'intérieur du Togo. La radio Wadata de Niamey 107.4 FM. La radio alternative de Niamey 99.4 FM. Cette édition est aussi diffusée au Burkina Faso par la radio Tintua Fada 105.